الجير دهلك La disparition forcée en Algérie est qualifiée de crime contre l'humanité dans le droit international. Car la disparition forcée a déclenché dans toutes les familles algériennes des conséquences désastreuses. Ces conséquences relèvent tant de l'ordre économique que de l'ordre psychologique. Logiquement, les femmes qui ont subi la disparition d'un mari, d'un père, d'un frère ou d'un fils se retrouvent dans une grande précarité. Elles sont devenues vulnérables dès l'événement malheureux et elles le sont encore plus au fil du temps. Notre émission, n'oublions pas, souhaiterait faire la lumière sur ces cas de disparition forcée dont les faits remontent à 20 ans. Mais comment faire ? Lorsque le nombre de personnes enlevées par les agents de l'État en 1997 dépasse les 270 personnes enregistrées au sein de l'association SOS Disparus. Comment faire pour pouvoir relater les faits des événements dont sont victimes les deux sœurs Naïma et Nejwa Bouraba, enlevées un certain 12 avril 1997 dans leur lieu de travail par la sécurité militaire. Abbas Ben Taïb, cet étudiant enlevé dans son quartier à Alger, le 31 juillet 1997 par les militaires. Jamal Amran, ce journaliste enlevé par les gardes communaux le 12 février 1997 à Tipaza. Mustafa Belaïd, ce professeur enlevé par la sécurité militaire le 17 mars 1997 à Tlemcen. Et des centaines d'autres encore. Radio des Sans-Voix vous invite à suivre quelques témoignages des familles de disparus dont les proches ont été enlevés depuis maintenant 20 longues années. شقدة حقدة والسمية ضلي تبدلي في الصيفات تقدمي فيا غير بشوية عيت مع دابك بركات. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Nassera Dutour, dont le combat pour la vérité et la justice est connu de tous. Elle est tout d'abord la mère d'Amin Amrouche, enlevée par les autorités algériennes le 30 janvier 1997 à Alger. Elle est porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie, CFDA, et présidente de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées, FEMED. Elle est aussi fondatrice de Radio des Sans-Voix, créée depuis le 15 juin dernier. Nous souhaitons tout d'abord parler avec Nassera, la mère d'Amin Amrouche. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Permettez-nous de saluer tout d'abord votre courage et votre combat pour que nul n'oublie. Oui, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Merci beaucoup
de saluer mon combat et mon courage. Je ne sais pas si c'est le courage, mais je pense que toutes les mères dans le monde entier ont le même courage quand on leur a enlevé un enfant, ou quand on leur a pris un enfant, quand on a arrêté un enfant, enlevé, kidnappé. Et là, c'est encore pire puisque ce sont des hommes de loi qui ont arrêté nos enfants et qui les ont fait disparaître. Qu'attendez-vous de l'État algérien, Nassera? Ce que j'attends de l'État algérien, c'est qu'ils nous disent la vérité. C'est tout simple, c'est tout bête. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, hein? Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, je ne sais pas si on arrivera à les faire parler un jour, mais j'espère que c'est pour ça aussi qu'on se bat pour un État de droit en Algérie, pas seulement pour la vérité. On se bat pour l'État de droit, pour que cet État de droit puisse enfin nous révéler la vérité. C'est tout simple, vérité et justice, pas seulement vérité, vérité et justice. Qu'est-ce que veut dire vérité pour nous? C'est pas vérité pour nous, c'est un long chemin. C'est tout ce chemin que nous avons mené, qu'on nous continuons à mener pendant des années, avec plein de questions qui viennent se chevaucher les unes sur les autres et dont on n'a pas de réponse. Voilà. La vérité, c'est donner des questions et des réponses. Bon, Bouteflika nous a annoncé en 99, juste après que son élection présidentielle, que tout le monde est mort. Bon, si tout le monde est mort, on veut savoir quand même où ils sont. On veut savoir pourquoi ils sont morts. C'est ça la vérité pour nous. Comment ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à la vérité? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le droit de savoir? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas rendu le corps? Comment il est mort? Est-ce qu'il a été torturé? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il est mort tout de suite? Et après, on se dit, ben non. Par qui? Par qui? On sait par qui. Non, ça c'est une partie de la vérité qu'on connaît. La majorité des familles savent par qui leur enfant a été enlevé, je dirais plus précisément arrêté, parce que ce sont des arrestations par des hommes de loi, par de la police, par des militaires, par des gardes communaux, par des membres du DRS, par des miliciens même qui en a donné tous les droits pour qu'ils puissent enlever aussi nos enfants. Donc c'est des arrestations qui ont été officielles, des arrestations. Bon, il y en a qui ont été kidnappés dans la rue, qu'ils ont arrêtés dans la rue, comme mon fils, il a été raflé dans la rue. Mais la majorité des personnes disparues ont été arrêtées soit de leur lieu de travail, soit sur leur lieu de travail, soit de chez eux. Il y en a qui sont sortis en pleine nuit, alors qu'ils dormaient dans son lit, et ils l'ont emmené. Il y en a il y a certaines personnes qu'ils ont ramené, je pense à Madame Miabiou. Son fils, 2 jours après, ils l'ont ramené, ils ont soulevé le jardin, ils ont fouillé partout, ils ont remué toute la terre du jardin, ils ont saccagé le jardin à la recherche d'armes, ils n'ont rien trouvé, ils sont repartis avec son fils et depuis ce jour-là, plus de nouvelles. Il était dans un état lamentable, sa soeur me raconte, son tricot de peau était déchiré, et là sur son épaule, et je me rappelle que son épaule gauche, parce qu'elle me montrait l'épaule, elle m'a dit on avait l'impression qu'on lui avait arraché un morceau de chair ici, c'était creux, c'était tout rouge, il avait des bleus partout, 2 jours après, ils l'ont ramené, et ils sont repartis avec. Donc cette partie de la vérité, on l'a. Il y en a qui ont suivi, qui ont apporté des vivres, qui ont pu apporter des vêtements. Je pense à d'autres familles à Tipaza, mais l'autre vérité, c'est à partir du moment où il a été arrêté, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? S'il avait fait quelque chose, il le présente à la justice, on n'aurait pas, comme disent les mères, même s'il était condamné à mort, mais moi je sais pourquoi il a été condamné. Mais là, on ne sait rien. On ne sait pas pourquoi ils les ont enlevés. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On ne sait pas s'ils ont fait quelque chose. On ne sait rien. On voudrait bien savoir. Même s'ils avaient fait quelque chose de grave 20 ans après, hein, parce que maintenant, Amine, ça va faire 20 ans que... Oui, c'est plus de 19 ans. Ouais, au mois de janvier 2017, ça va faire 20 ans. Qui aurait dit que je résisterais 20 ans? Je pensais que j'allais retrouver mon fils tout de suite, moi. Et puis après, je me suis dit, bon, 1 année s'est écoulée, il va revenir. 2 ans se sont écoulés, il va revenir. 2 ans et 3 mois, 2 ans et 6 mois, 2 mois et 7 mois, 2 mois, et puis les années passent, et les années passent, et les années passent. Et les années s'entassent les unes sur les autres, sur mes épaules. Et puis maintenant, je souffre de mes épaules. Je pense que ce sont toutes ces années qui m'épuisent et on ne voit pas le bout du tunnel. Mais on l'aura ce bout, on le verra la lumière, on la verra, Inch'Allah, cette lumière un jour. C'est pour ça qu'on se bat d'ailleurs, sinon c'est pas la peine, sinon on rentre chez soi si on n'y croit plus. Nassera, est-ce que vous êtes prête à nous parler de l'arrestation d'Amine, comment ça s'est déroulé, les circonstances de l'enlèvement d'Amine? C'était où?
quand? Et est-ce qu'il y avait des témoins? Ouais, bah, comme je l'ai dit déjà précédemment, il a été raflé. Raflé, c'est une Nissan qui est passée. Une Nissan, tout le monde sait à qui appartiennent les Nissan, c'est des voitures du DRS. Maintenant, je ne sais pas si c'était des membres du DRS qui étaient à l'intérieur de la Nissan qui l'ont enlevé, ou c'était des officiers de police du commissariat de Belraqé, mais non, je pense pas, parce que ceux-là, non, sinon on l'aurait su, parce qu'ils sont connus, on les connaît. Ils avaient décidé de nettoyer le quartier, de tous. On était tous des terroristes, on était tous soupçonnés d'être terroristes, c'était là au niveau national, de toute façon, si on n'était pas avec eux, on était contre eux. Dénoncer, mais on dénonçait quoi? On savait pas quoi dénoncer. Et qu'est-ce qu'il faut dénoncer, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut... Donc tout le monde était soupçonné d'être terroriste ou complice, voilà, je cherchais le mot, complice d'être des terroristes, d'aider ou de je ne sais, de soutenir, d'aider, de non-dénonciation. Ça, ce non-dénonciation, c'est pour ça que ça me vient à mon esprit, parce que je l'ai entendu tellement de fois dans les commissariats, puisqu'après j'ai fait la tournée des commissariats, j'ai jamais vu d'autant de commissariats de ma vie, de casernes, de commissariats, de gendarmerie, sans arrêt. Et c'est encore plus pénible pour moi, parce que quand il a été arrêté, pour dire franchement, j'étais en France, moi j'habite en France. J'habitais en France et lui il habitait chez ma mère en Algérie, donc voilà quoi. Je me dis que si j'avais été là, peut-être, mais bon, je sais bien que j'aurais rien pu faire comme toutes ces mères. On leur a arraché leurs enfants de leurs bras et elles n'ont rien pu faire, et donc qu'est-ce que j'aurais pu faire moi aussi? Mais voilà, j'étais en France et lui il était en Algérie, et c'était le ramadan. Il est sorti pour aller acheter des petites gourmandises, des billards et tout ça pour la soirée. Et il avait loué des films vidéo, donc il devait aller les changer pour préparer sa soirée. Il ne travaillait pas, il préparait, il a commencé à préparer sa soirée. Il avait donné rendez-vous à ses deux copains, Sofiane et Erdouane. C'est des amis d'enfance, ils ont grandi ensemble. Et puis il est remonté pour chercher ses papiers, sa carte d'identité, parce qu'en plus c'était pour aller au marché, c'était pas loin, à côté, mais bon, les jeunes ne circulaient pas sans carte d'identité à l'époque, et ils avaient peur de se faire arrêter, donc on les arrêtait à chaque coin de rue, les jeunes, pour contrôle. Et il est remonté pour chercher sa carte d'identité. Voilà, ma tante l'a rencontré dans les escaliers, ma tante habite au-dessus. Elle lui a fait, elle la raconte toujours celle-là. Elle lui a dit « Oh les mains, vos papiers s'il vous plaît ». Elle était derrière lui, et puis lui il a levé les mains, il rigolait, il dit bah justement je suis en train de monter pour aller chercher ma carte d'identité. Voilà, ils ont rigolé, puis elle est remontée chez elle, et lui il est redescendu. Il attendait les deux copains, et puis voilà, la Nissan est passée, et puis Damien. Ils ont pris Camille ou il y avait ses copains? Non, ce jour-là, il y a eu avant des arrestations. Avant, il y a eu des arrestations après. Il y en a qui ont réapparu, mais j'ai jamais pu leur parler. Ils n'ont jamais voulu me parler. Et d'autres, non. Et ça, c'est les policiers eux-mêmes. Moi, je me souviens que le commissaire de Samar, le guide Constantine, il m'a dit, nous, on a arrêté 130 personnes. Allez, ce jour-là. Et ce jour-là, il y a eu un attentat à Belraqé, un attentat qui n'a pas réussi. Et voilà, ils sont mis à arrêter tout le monde. Et plus tard, j'ai appris que mon fils était dans ce commissariat. Je suis allée le voir. Il m'a dit, non, ici, il n'y a personne. Mais si, mon fils était là. Si, il était là dans ce commissariat. Et la personne qui m'a donné l'information, il m'a dit, faites vite. C'est un policier, je ne dirais pas son nom, de toute façon, je l'ai oublié même. Si vous avez les épaules solides, voilà. Il faut faire vite, parce que j'ai appris qu'ils allaient la semaine prochaine. La sécurité militaire va venir le chercher et vous ne le retrouverez plus jamais. Avec cette Exact. La phrase telle qu'il me l'a dit à l'époque, il y a 20 ans. À l'époque, je ne croyais pas. Ça faisait plus d'un mois, un peu plus d'un mois que mon fils avait disparu. Et un peu plus de 30 jours. Je comptais les jours au début. Et je dis, c'est pas possible. On ne peut pas faire disparaître des personnes comme ça. Voilà. Parce qu'avant ça, vous n'avez jamais entendu parler des disparitions forcées? Si, mais je ne pensais pas, comme tout être humain. Voilà, ça n'arrive qu'aux autres. Comme tout être humain, je n'ai plus honte de le dire. Je l'ai pensé tellement fort que j'en ai eu honte, mais maintenant je n'ai plus honte de le dire. Je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Puis je me dis pourquoi ça m'arriverait, Amine. Je pensais que les autres aussi, il y avait eu des raisons pour lesquelles on les a arrêtés. Et puis, mais je ne pensais pas qu'on faisait disparaître expressément, quoi, qu'on faisait exprès.
que c'était voulu. Je pensais pas, moi, je pensais que... Mais je me disais que peut-être qu'un accident, la personne n'a pas n'a pas supporté la torture, et donc il est mort. Donc voilà. Comme ils ont eu peur, ils ont dû avoir peur, donc ils ont caché le corps. Mais à l'époque, j'étais pas au courant que c'était aussi énorme. Il y avait la voisine, Khati Fatiha, Boufala Fatiha. Son fils a été arrêté en 1994. Il était sur son lieu de travail, à la rue de la Lyre. Hein. Il était vendeur dans un magasin de tissus. Et il a été arrêté par les policiers de Oued Khoreich. D'après les collègues de travail sont venus l'avertir. Donc le lendemain matin, tout de suite, elle est partie au commissariat de Oued Khoreich. Et ils lui ont dit, elle m'a raconté elle-même, parce que j'allais la voir tout souvent, hein, j'aimais beaucoup cette femme. Elle est décédée maintenant. Et elle pleurait tout le temps. Elle pleurait tout le temps. Et je pleurais avec elle. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, je pensais, à l'époque, je pleurais avec elle, je pensais vraiment ressentir ce qu'elle ressentait. Hein, mais quand ça a été mon tour, j'ai compris que c'était pas pareil. Donc elle me racontait, je lui dis, mais Khati Fatiha, il faut aller chercher ton fils. Pourquoi tu l'as pleuré? Va chercher ton fils, arrête de pleurer. Elle m'a dit, où tu veux que je le cherche? J'ai été au commissariat, ils m'ont dit, non, on n'a rien à leur donner à manger, donc on les a envoyés ailleurs. Mais je retourne le voir, casse-lui la tête. Pour moi, je pensais que c'était facile, quoi. Elle pleurait tout le temps. Après, j'ai compris ma douleur. Donc voilà, comme ça, Amine a disparu comme ça. Et puis voilà, après j'ai eu 2 mois plus tard, par un ancien collègue de travail, une information. Enfin, je suppose qu'il était à la caserne de Beni Messous, parce que la personne qui m'a donné, je sais que la personne qui m'a donné l'info, c'était son frère qui était commandant dans cette caserne. Jazla Israël et il m'a dit ça. Je lui ai dit, il est détenu où? Il me dit non, il ne faut pas dire qu'il est détenu, il est juste retenu. Il me dit, il est juste retenu. Il me dit, ils sont en train de vérifier juste quelques informations. Ils attendent la vérification de ces informations et puis normalement, ils le relâchent dans quelques jours. Dès que la porte elle sonne, dès que quelqu'un sonne à la porte, je me lève en sursaut comme ça, je vais voir. Non, c'est pas lui. Je me lève, je vais voir. Non, c'est pas lui. Voilà. Et après, on s'est revu après l'Aïd. Il me dit, alors, Jack Oulidak. J'ai hurlé, j'avais honte après. J'ai hurlé. Je me suis hurlé comme une malade, folle. Je me tirais ma robe, là, je me rappelle. J'ai hurlé. C'est une blague, c'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise plaisanterie. Tu te fous de ma gueule. Je sais plus ce que j'ai pu lui dire. Il est parti, il me disait, j'ai rien compris. Je comprends rien. Il n'avait pas eu la bonne info, peut-être. Non, je pensais qu'il est mort sous la torture. Peut-être qu'il a succombé. Et puis. Et après, je me dis, ben non. ما تحسوش شويه، ما تحسوش الامهات هادو اللي راهم كل 4 هنايا، ما تحسوش. وعلاش جوسكا كون نريحوا هكذا علاش؟ Madame Aziz, le 2 novembre est déclarée Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Vous qui êtes mère de Aziz Bouabdallah, journaliste, enlevé par des agents de l'État le 12 avril 1997, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette journée internationale? Non, mademoiselle, je viens de l'apprendre et je pense que c'est une bonne chose. Est très élevé le nombre de disparus entre 1997 et 1998, dont au moins 5 journalistes. Mohamed Hassaïn, correspondant local du quotidien Algérie Républicain, disparu en 1994. Kadoul Boussiham, correspondant du quotidien Public Horizon, disparu en 1994. Jamil Fahassi, journaliste à la chaîne 3, disparu en 1995. Salah Kitoumi, directeur de l'hebdomadaire national El-Nour, disparu en 1996. Aziz Bouabdallah, du quotidien arabophone Al-Alam Siyasi, disparu en 1997. Ils n'ont jamais été retrouvés. Aucune enquête sérieuse n'a été menée à ce jour sur ces affaires. D'après la thèse officielle, ces journalistes auraient été enlevés par des groupes armés. Pourtant, votre fils a bien été arrêté du domicile sous vos yeux. Qu'avez-vous fait juste après que votre fils Aziz a été emmené par les agents de l'État? Nous habitons un endroit
où on est entouré. J'ai en face de moi l'école de police de Châteauneuf, la caserne de Châteauneuf. J'ai derrière moi Bni Msous, donc ils ne viennent pas me chanter pour me dire que votre fils a été enlevé par les terroristes. Je dis bien et je répète que mon fils a été enlevé par le DRS, a été emmené à Ben Aknoun, a été enlevé sous mes yeux. Ils sont venus à minuit. C'était des hommes habillés, bien habillés, costumés, qui portaient des armes. L'arme qu'ils ont pointée vers nous lorsqu'on a ouvert la porte, je l'ai vue que dans les films américains. C'est une arme sophistiquée. Un terroriste, il ne va pas s'amuser à venir dans un quartier comme le mien à minuit lors du couvre-feu. Et lors du couvre-feu, il n'y a que eux qui circulent. Entre autres, la police, l'armée et autres. Il était minuit, moins un quart. Donc, quand j'ai entendu des bruits, il restait 2 jours pour l'Aïd. La porte de la cage d'escalier ne se ferme pas. Donc, j'ai entendu des bruits. Juste le temps de terminer ce que j'avais à dire, j'ai entendu les pas. Et il tapait très fort à ma porte en disant « Ouvrez, shorta, ouvrez, shorta ». Donc, mon mari m'a regardé, moi je l'ai regardé. Je lui ai dit « Tu ouvres ». Ouvrez police. Ouvrez police, voilà. Ouvrez police. Dès qu'on a ouvert, on a trouvé 3 bonhommes, des bonhommes d'un certain âge, bien costumés, bien habillés, propres, avec des armes. Ils étaient en civil, mais des gens bien habillés. D'ailleurs, le premier qui était rentré chez moi, j'oublierai jamais son visage. Je le reconnaîtrai entre des milliers de personnes. C'était quelqu'un qui portait une veste en pied de poule, brun, avec des cheveux coiffés à l'arrière. Dès que mon mari a ouvert la porte, ils ont pointé le revolver sur la tempe de mon mari et ils lui disaient reculez, reculez en arrière. Levez les mains et reculez en arrière. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à dire Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pour moi, je pensais qu'ils allaient tirer sur nous. Donc j'ai commencé à crier. Quand j'ai commencé à crier, moi, l'un d'eux, il m'a pris, il m'a poussé vers le salon. Il a refermé la porte, il a bloqué la porte avec sa main. Et puis tout de suite, ils ont dit qui c'est Aziz? Il a dit c'est moi. Ils lui ont dit viens avec nous. Il leur a dit attendez, il y avait sa veste. Voilà, il était en pyjama. Pantalon de pyjama et tricot de peau. C'était le mois d'avril. Il a commencé à faire un peu chaud. Donc, l'un d'eux l'a suivi vers là où il y avait sa veste. Il a pris sa veste, il avait d'ailleurs tous ses papiers avec lui, sa carte d'identité, tous ses papiers avec lui. Je dirais qu'ils nous ont pas maltraités, ils nous ont pas insultés, ils n'ont rien touché à la maison. Avant de sortir, mon fils avait ses claquettes. Il voulait mettre ses claquettes. Il s'est accroupi pour tirer la claquette. Une, il a trouvé une, il l'a mis, et l'autre, il allait la mettre. L'autre, il l'a pris par le revers. Il l'a tiré comme ça, ils l'ont pris. Voilà. Et voilà, et depuis ce jour-là a commencé la cavale. Toute la nuit, j'ai fait que pleurer, crier. On est monté, moi et mon mari, pour déposer plainte au commissariat. On a été au commissariat, on a déposé plainte. Ensuite, au commissariat, ils nous ont dit qu'il fallait aller à la brigade de gendarmerie de Bouzarea. Je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié. On a été, ils nous ont entendus. Après, de là, je suis descendue à l'ONDH, l'Office national des droits de l'homme. À l'époque, c'était Zagbara. Juste après la disparition de votre fille. Il a été enlevé le 12 avril à minuit. Le 13 avril, j'ai fait les premières démarches. Donc, j'ai été chez M. Zagbara. Il m'a reçu. Et je lui ai dit, voilà, hier à minuit, ils sont venus, comme je vous ai raconté. Il m'a posé des questions que j'ai trouvées bizarres. Il m'a dit, madame, votre fils, est-ce qu'il portait une barbe? Votre fils, est-ce qu'il portait le calice? Est-ce qu'il faisait la prière?
Je vous assure que moi j'ai été non seulement choquée et terrorisée par l'enlèvement de mon fils, et en plus des questions de monsieur Zagbara. Donc je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, moi je pense que là je suis sous l'enceinte des droits de l'homme. Je ne suis pas dans un commissariat. C'est au commissariat qui pose des questions pareilles. Même au commissariat, ils n'ont pas posé une telle question. Voilà. De l'OMDH de chez Zagbara, on est descendu à son journal, là où il travaillait, à l'Alm Siassi. Je suis rentrée, j'ai vu son directeur et je lui ai dit voilà et voilà. Ils ont fait une campagne de solidarité de presse. Donc à la une des journaux, j'ai été voir même M. Belhouchet à l'époque. Et j'ai même les articles, j'ai tout à la maison. Ils ont noté, puis ils ont fait ça pendant, je sais pas, peut-être 3 mois. Ou... Après, un beau jour, à chaque fois que je vais acheter les journaux, je trouvais pas. Donc j'ai été à son journal, je leur ai dit... Mon fils travaillait ici. Je leur ai dit que normalement, c'est un journaliste qui est parmi vous. Vous devez... Il m'a dit non, madame. Il y a des gens qui sont venus nous menacer, des gens habillés en civil qui sont venus voir le directeur. Ils leur ont demandé d'arrêter. Ils leur ont dit que ce journaliste, il est vivant. Et avec tout ce que vous êtes en train de décrire, vous êtes en train de nuire à sa personne. Voilà. Et depuis ce jour-là, c'était la cavale pour moi. Donc, je pourrais vous dire que j'ai saisi toutes les instances nationales, à commencer par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, la médiature à l'époque. J'ai tapé à toutes les portes. Vous avez écrit au procureur ou au juge d'instruction pour demander l'ouverture d'une enquête? J'ai écrit même au tribunal de Blida. J'ai même l'accusé de réception du tribunal de Blida, mais je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai déposé des plaintes. Il y avait à l'époque Maître Lili qui était avocat des familles de disparus. J'ai été convoquée à Belmondaïs. J'ai été entendue en présence de Maître Lili par le juge d'instruction. Il m'a entendue. Il vous a entendu sur PV officiel. Quelles sont les questions qu'il vous a posées? Est-ce qu'il a procédé à l'ouverture d'une enquête? Sûrement, puisque après nous avons reçu, d'ailleurs Maître Lili était étonné. Il y avait l'affaire de mon fils qui passait dans 2 chambres. La chambre 1, je crois, je ne me rappelle pas des dates. Donc il s'est étonné, il m'a dit regardez, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est impossible que la même affaire passe dans deux chambres différentes. Voilà. Chez 2 juges d'instruction différents. Voilà, exactement. Tous les jours le matin, je me réveillais. Dès que je me réveille, la première des choses, j'allais acheter les journaux pour voir qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau. Et un jour, je lui ai préparé des vêtements. J'étais contente, moi je pensais qu'ils allaient le relâcher. Je lui ai préparé, parce qu'ils l'ont pris nu, juste avec le pyjama. Je lui ai préparé un pantalon, une chemise, du linge de corps, des chaussures, des chaussettes. Je lui ai pris un sac de toilette. Et avec ça, moi je suis une maman. Vous savez, moi je suis une maman. Il y avait des gourmandises que mon fils aimait beaucoup. Je lui ai fait un petit sachet. Je lui ai acheté du fromage rouge, je lui ai acheté une canette de coca, je lui ai acheté des bonbons. J'ai dit au moins il va... C'est vrai que moi je suis folle, je suis une mère folle.
الدولة اللي راحوا ليها ما ديرناش بحال تضربنا كيفين اللي نحينا من المسيرة نحينا من الحق نحينا من كلش الرئيس يعيط لنا الندابات ودنا ولادنا خطافين جالي يقولوا وطنيين خطافين جالي يقولوا وطنيين خطافين جالي يقولوا جزائريين. La charte pour la paix et la réconciliation nationale a été adoptée le 29 septembre 2006 par référendum. Elle immunise entre autres les agents de l'État présumés coupables de crimes lors de la décennie noire en Algérie. Pensez-vous, Madame Dutour, que l'État algérien cherche sciemment à protéger ces agents-là, ainsi que toute une hiérarchie militaire présumée coupable, elle aussi, de crimes contre l'humanité, puisque la disparition forcée est en elle-même un crime contre l'humanité dans le droit international? La charte de la honte, je dirais pas que c'est la charte de la réconciliation nationale, c'est la charte de la honte, parce que bon, venir après la concorde civile qui a amnistié des criminels, parce que eux, au moins on sait que ce sont des criminels, ceux qu'ils ont amnistiés. Hein. Nos enfants, on sait pas ce qu'ils ont fait, mais eux, on sait, puisqu'ils étaient ce sont des gens qui étaient dans les groupes, enfin qui avaient pris les armes. Donc si on prend les armes, c'est pas pour aller faire jouer de la flûte avec. Hein. Et ceux-là, ils ont été amnistiés. Il y a eu déjà cette amnistie de la concorde civile en 1999. Pour moi, c'est une honte. Comment des gens qui ont assassiné, tué pendant des années, enlevé des femmes, violé et tout, alors que la concorde civile dit bien qu'il ne s'applique pas aux personnes qui ont commis des massacres, des viols collectifs, et des attentats à la bombe et tout ça et tout ça. Oui. Mais bon, on ne sait pas, c'était dans l'opacité totale, ça s'est fait. On ne sait pas comment ils ont fait, qui a pardonné. On a vu des gens revenir. Je le dis parce que je le sais, ça, parce qu'à Badr, on a vu des gens qui étaient dans les maquis, on les a vus revenir, qui sont tous tranquilles, calmes. Bon, j'ai devenu les rois, les chefs des quartiers, là. Ils font la loi maintenant, la paix, le beau temps, la loi. Mais comment? On ne peut pas me dire qu'il était au maquis pendant 10 ans et qu'il n'a rien fait. Non, et puis maintenant, c'est la charte. Mais là, la charte, c'est la charte pour les textes d'application de la charte, hein, qui pardonne, qui amnistie. Maintenant, non seulement qui amnistie encore une fois les terroristes, les groupes armés, mais cette fois, il vient amnistier les agents de l'État. On n'a plus le droit de déposer des plaintes contre les agents de l'État. Mais bon, nous, on continue à déposer des plaintes. On continue à déposer des plaintes en Algérie et on dépose des plaintes au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, jusqu'au jour où ils vont bien céder, ils vont bien nous répondre à nos plaintes. Ils nous ignorent, hein. Nos plaintes, ils les ignorent. Ils ne nous répondent jamais à nos plaintes. C'est très rare quand une famille reçoit une réponse. Alors pendant longtemps, oui, après les textes d'application de la charte, les réponses qui étaient données aux familles, c'était vous devez vous diriger vers le tribunal de votre circonscription pour aller entamer la procédure d'indemnisation. Voilà, c'était les réponses qu'on nous donnait. Ou bien le ministère de l'Intérieur, il répond, voilà, ce n'est pas de nos compétences, veuillez vous adresser à la Commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Voilà. Donc on a répondu. Hein, il n'y a qu'une seule fois où la justice a répondu à une famille, ce n'est plus de l'essor de la justice. On ne peut rien faire pour vous. وإحنا ما راناش خايفين من الحقيقة. الحقيقة احنا عطوها لنا نسحبوها. واللي مات الله يرحمه. وهكذا حبيتو تورنيو لاباج. افون دو تورني لاباج لازم نكتبوها. لازم يقراوها والدينا ولادنا. ولادنا بلوطار. والله العظيم غير قضية المخطوفين في الجزائر سي لاطاش الواقع بالاسوار هذيك. النقطة السوداء في تاريخ الجزائر. تحبوا ولا تكرهوا. مني قسمتيني قدوني بوزوالي تمي نحيها. عم بالكم حنا ما نتشراوش. حنا موالينا كافحوا على هذه البلاد هذه، ناضلوا على هذه البلاد هذه. وهذا هو الجزاء تاعنا حنا. هذا هو الجزاء. La charte prône l'impunité et l'oubli. Moi, Aziz, je ne pourrai jamais oublier mon fils. S'il me donne toute l'Algérie avec toutes ses richesses, je ne pourrai jamais oublier mon enfant. Je ne pourrai jamais oublier mon fils. Et il n'y aura jamais de charte pour la réconciliation et la paix sans que la lumière soit faite sur le dossier des disparus. Nous voulons ni argent, nous voulons la vérité et la justice.
Et ce que je demande, je pense que c'est légitime et personne ne m'arrêtera à ça. Très légitime. كاين مالين المفقودين هنايا كانوا ناس منهم قالوا لك نعرفوا بالاسم وبالصوره وباللقب الناس اللي اختطفت اولادهم. شوف كيفاش ما كانش متابعه قضائيه؟ شوف كاين ملفات مديناهم اللجنه الاستشاريه تاع قسم حيني، مدينا له 29 ملف في 2004 وين مدوا الاسماوات كلش بالبوته شكون اللي داو وليدهم، وراهم هاد 29 ملفات يا قسم حيني. راك تقول بلي حقوق الانسان في الجزائر في تحسن، اي تحسن تتكلم انت؟ ما عندنا حق نهضروا، ما عندنا حق نتكلموا، ما عندنا حق، ما عندنا حتى حق في هذه البلاد هذه، عندنا حق غير في الفوت. هذاك واجب وطني، هذاك واجب وطني في طريق راه. Vous êtes l'une de ces mères courage qui ne cesse de lutter contre l'impunité et l'oubli. Ma question serait donc, si Amine réapparaît un jour, Inch'Allah, continuerez-vous ce même combat auprès des autres parents de disparus forcés? Oh, je pense que oui, hein. Je suis partie pour ne plus arrêter là. Si Amine réapparaît, j'espère qu'il réapparaîtra, mais pas tout seul, qu'il y en aura d'autres quand même. S'ils réapparaissent, c'est jamais. Au Maroc, il y en a bien eu qui ont réapparu. Pourquoi pas les nôtres? Pourquoi pas nos enfants? De toute façon, même s'il y en a quelques-uns qui vont réapparaître, ce ne sera pas la majorité. Donc, et il faudra continuer le combat. On ne peut pas laisser. Non, je ne peux pas laisser jusqu'au dernier disparu. Je ne pense pas que je pourrais me battre jusqu'au dernier disparu, que je partirais avant, mais je pense que je serais plus de ce monde bien avant, mais au moins continuer, quoi. Jusqu'à ce que je puisse, quoi. Quand je pourrai plus, hein. Et enfin, quand nous pourrons plus, puisque quand je vois les mères, la relève, hein. Oui, c'est ça qui fait plaisir, c'est que voilà, c'est qu'il y a quand même de la relève. Il y a des sœurs de disparus, il y a des filles de disparus, des fils de disparus. Bon, ils sont occupés, il y en a qui sont occupés avec leurs études, il y en a qui sont obligés de travailler pour la famille, puisque le père est parti. Oui. Donc c'est eux qui maintenant qui ont grandi, qui travaillent pour leurs frères et sœurs et pour leur mère. Ils rendent l'appareil, les pauvres. Mais quand on les appelle, ils sont là, ils sont présents. Donc oui, c'est vrai. Ils demandent des nouvelles. ضلي تبدلي في الصيفات تقدبي فيا غير بشوية عيت مع دابك بركات. في فوكا العائلات تاع فوكا كي يجونا المكتب يحطوا الملف احنا على بالنا شكون انت قبل ما يقولوا لنا شكون نقولوا لهم هؤلاء الزبير هذا ولا مشهور في العالم ولا مشهور يا اخي رئيس الجمهوريه راه يقول باللي سي بي دو فير n'a rien à cacher. Et lui, c'est le groupe de travail des Nations Unies contre la disparition forcée يدخل الجزائر. علاش راكم خايفين؟ ماهمش حابين يدخلوا الجزائر. ما حبوش باش يدخلوا الجزائر. لو كان ما عندكمش واش تخبوا، علاش ما كنتوش حابين يدخلوا الجزائر؟ خليتوا كاع الناس دخلت غير هذا الجروب هذا ما خليتوش يدخل. Si vous n'aviez rien à cacher. Et on demande une commission d'enquête indépendante. ماشي كوميسيون كما تاع قسم عيني. يهضر غير في القضايا اللي يعجبهم. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Réglez-nous notre problème. On n'aura pas besoin de parler sur des radios. On est tout le temps dans les rues, on fait des rassemblements, on a déposé des plaintes, on a parlé dans les journaux. Vous faites la sourde oreille. Donc, on n'a pas le choix. Réglez le problème, on va rentrer chez nous. Et montrez les vivants. On sait qu'il y a des vivants, montrez-nous les vivants. Libérez les vivants. Je pense que 20 ans et 23 ans, c'est beaucoup. Libérez-les. راهم جوزوا فوق حقهم. تلقوهم. تلقوا لنا اولادنا ندخلوا لديارنا. Mais l'opinion publique algérienne, c'est pas qu'on n'est pas soutenu, non, on a des associations, la Ligue des droits de l'homme, RAGE, il y a des défenseurs des droits de l'homme, le comité des chômeurs, tous ces gens sont à nos côtés. Même si quand ils viennent participer avec nos rassemblements, ils se font arrêter, pour leur faire peur bien sûr, mais ils continuent, ils sont toujours là. Mais ça a été très difficile, au début ça a été très difficile, très difficile. Vous étiez seul? Au début, on était seuls. Seul, non, il y a quand même la Ligue qui était toujours à nos côtés, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue algérienne, LADDH.
Ils ont toujours été à côté. Il y a eu le FFS aussi qui a toujours été à côté. Le FFS, c'est un parti politique. Donc on ne peut pas dire qu'on était seul. Il nous a ouvert les portes. On se réunissait dans les locaux du FFS. On était libre. On avait la salle pour nous, tout seul. Je dis tout seul parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes aussi qui manifestaient avec nous. Mais la sympathie nationale, ça a été dur de la gagner. Changer le regard. Quand on nous voyait comme des familles de... de toute façon, c'est l'État qui a tout fait pour ça. Hein, oui, qu'on nous considère comme des familles de terroristes. Parce qu'ils disaient, s'ils n'ont pas fait quelque chose, ils n'auraient pas été arrêtés. Combien de fois j'ai entendu celle-là? Ils n'auraient pas disparu. Même pas arrêtés, ils disent pas disparu. S'ils n'avaient pas fait quelque chose, ils n'auraient pas disparu. Et puis après, par la force des choses, des gens qui rentrent dans nos locaux, qui voient les femmes... Je me rappelle de voir des femmes qui étaient contre nous, entrer au bureau, regarder la salle, l'ancien bureau, la salle était pleine de photos du plafond, plein, j'avais tapissé les murs de photos, tout, du plafond au sol. Hein. Elle regardait ces femmes, tout ça, tout ça, je ne sais rien ça, par rapport à... C'est que le 10e de ce qu'on a comme dossier, hein, les photos là, ils ne rentrent pas tous sur les murs. Hein. Tout ça, et puis je les ai entendus dire tout d'un coup, ah ben oui, c'est vrai, mais s'ils avaient fait quelque chose, ils devraient être jugés quand même, hein. Enfin. Croyez-vous en la justice algérienne? Je ne peux pas croire à la justice algérienne. D'ailleurs, on l'a écrit plusieurs fois hein, dans des rapports sur les violations des droits de l'homme, que la justice algérienne n'est pas indépendante. Et nous avons démontré pourquoi elle n'était pas indépendante. Donc, comment croire à la justice algérienne puisque la justice elle-même dit je ne peux rien faire. Le procureur vous dit, mais moi, tant que je n'ai pas reçu des ordres de là-haut, je ne peux rien faire pour vous. Donc, le jour où on arrivera à avoir un état de droit, on aura une justice auquel on pourrait croire, à laquelle on pourrait croire. Mais oui, je pense qu'il faudrait que le système change. Que nos petits-enfants puissent être fiers de leur pays, aller quand ils veulent, aller vivre là-bas s'ils ont envie, et qu'on se retrouve tous les manches et qu'on puisse travailler pour ce pays et qu'il n'y ait plus de disparition forcée. هقزن ذخل مصغير